Dans le silence lourd d'une nuit de Lagos, la villa des Adewale, à Lekki, était une île d'opulence. À l'intérieur, Amara arpentait le grand salon, une coupe de champagne oubliée à la main. Les lustres en cristal, d'une valeur folle, semblaient la narguer de leur éclat froid. Chaque objet ici criait la richesse, mais pour Amara, ce n'était qu'une prison dorée dont les barreaux se resserraient un peu plus chaque jour. Son regard angoissé s'est finalement posé sur une petite vitrine. Dedans, un unique soulier de bébé, précieusement conservé. Le vestige d'une vie qu'elle s'efforçait d'oublier, mais que son cœur refusait de laisser partir. À l'autre bout de la pièce, son mari, Adekunle, lui tournait le dos. Téléphone collé à l'oreille, il faisait les 100 pas, son costume de grand couturier froissé par la nervosité. Sa voix, d'habitude si assurée, n'était qu'un murmure paniqué. Comment ça? Disparu. On parle de millions. Vérifiez encore? Non, ce n'est pas possible. Pas maintenant. Soudain, un son a traversé la pièce, plus glacial que le marbre sous leurs pieds. Un rire. Le rire léger et insouciant d'un jeune enfant, venant de partout et de nulle part. Amara se figea, le souffle coupé. Adekunle raccrocha brutalement, le visage livide. Leurs regards se sont croisés, chargés d'une terreur que personne d'autre au monde ne pouvait comprendre. Ils avaient tout ce dont on peut rêver, la richesse, le pouvoir, une vie de luxe. Mais ce soir-là, 10 ans jour pour jour après avoir fait un choix interdit, ils allaient se le comprendre que la richesse a une mémoire et que le destin venait réclamer son dû. Un dû bien plus terrible que le prix qu'ils pensaient avoir déjà payé. 10 ans plus tôt, Lagos n'avait pas le même visage pour Adekunle et Amara Adewale. Leur monde n'était pas fait de marbre, mais de murs suintants et de rêves brisés. Ils vivaient dans un petit appartement insalubre à Ajegunle, un de ces logements où la chaleur humide vous colle à la peau. L'unique fenêtre donnait sur une cour intérieure bruyante, où le soleil ne s'aventurait jamais. Adekunle était un homme brillant, mais broyé par un système qui ne lui laissait aucune chance. Il enchaînait les petits boulots, toujours sous-payés, où son intelligence était presque une insulte. Chaque soir, il rentrait un peu plus courbé, le regard un peu plus vide, l'amertume gravée sur son visage. L'humiliation était son pain quotidien, un poison lent qui rongeait sa fierté. Amara. Elle était la lumière dans cette obscurité. D'une beauté douce et d'un courage à toute épreuve, elle faisait des ménages dans les beaux quartiers de Victoria Island. Elle voyait la richesse des autres, la touchait du bout des doigts, avant de rentrer dans sa propre misère. Mais elle ne nourrissait aucune rancœur. Son trésor, sa seule et unique richesse, dormait paisiblement dans un berceau de fortune. Il s'appelait Samuel, un petit garçon de 3 ans, aux yeux vifs et au rire éclatant. Il était leur miracle. Pour lui, Amara supportait tout. Pour lui, Adekunle ravalait sa colère et acceptait une humiliation de plus. Samuel était la promesse d'un avenir meilleur. Quand il riait, les murs gris semblaient moins tristes. Mais l'espoir ne paie pas les factures. La pauvreté est une bête insatiable. Un mardi pluvieux, le point de rupture est arrivé. Samuel avait une forte fièvre. Le médecin avait prescrit des antibiotiques coûteux. Adekunle venait de perdre son travail. Il ne leur restait que quelques naira, et il manquait l'équivalent de 10 €. Une somme dérisoire pour le monde, une montagne pour eux. Adekunle a pris la décision la plus dure de sa vie. Il est sorti et s'est rendu chez son propre frère. Il détestait demander de l'aide, surtout à sa famille, qui lui rappelait sans cesse son échec. Il sonna, le cœur battant. Son frère ouvrit, méfiant. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix était froide. Adekunle, la gorge nouée, expliqua la situation. La fièvre de Samuel, le besoin de quelques milliers de naira, juste un prêt. Son frère le toisa avec un sourire narquois. « Encore en train de mendier? Si tu travaillais plus dur au lieu de rêver, tiens. » Il a sorti un billet et l'a jeté par terre, aux pieds d'Adekunle. « Prends-le et ne reviens plus. » Le temps s'est arrêté. Le bruit du billet atterrissant dans une flaque d'eau résonna dans sa tête comme un coup de fusil. Il est resté là, figé, le regard fixé sur l'argent souillé, la pluie se mêlant aux larmes de rage qui coulaient sur ses joues. Lentement, il s'est penché, a ramassé le billet trempé et est reparti sans un mot, le dos courbé sous le poids d'une dignité brisée. Ce soir-là,
Alors qu'Amara donnait enfin ses médicaments à Samuel, Adekunle est resté silencieux dans le noir. Quelque chose s'était cassé en lui. Il ne voyait plus la lumière dans les yeux de son fils, seulement le reflet de son propre échec. Il était prêt à tout pour que plus jamais il n'ait à subir une telle humiliation. Prêt à tout, vraiment à tout. Et dans cette nuit de désespoir, quelque chose de bien plus sombre que le destin entendit son appel. Quelques jours plus tard, une vieille connaissance refit surface. Moussa, un homme parti de rien, revenu au quartier au volant de voitures de luxe. Les rumeurs disaient un peu toutes la même chose. Sa richesse n'était pas propre. Moussa aborda Adekunle dans un petit café. Il semblait déjà tout savoir. « La vie est injuste, n'est-ce pas ?» commença Moussa d'une voix persuasive. « Elle te donne l'intelligence, mais te refuse les clés du succès. Ce n'est pas juste. » Adekunle resta muet, méfiant. Moussa a continué. « Et si je te disais qu'il existe une autre porte, une porte qui mène directement à tout ce que tu désires, la richesse, le respect, la fin de l'humiliation. » Le mot « humiliation » a fait mouche. « Qu'est-ce que tu racontes ?» grogna Adekunle. « Ce n'est pas une combine, » répondit Moussa. « C'est un arrangement, proposé par des gens qui peuvent rétablir l'équilibre, pour ceux qui ont le courage de payer le prix. » Le prix. Le mot resta en suspens. Contre son gré, Adekunle écouta. Moussa n'était qu'un intermédiaire. Il pouvait arranger une rencontre avec un gardien qui offrait des contrats de 10 ans. 10 ans de richesse absolue. En échange d'un sacrifice. Ce soir-là, Adekunle en a parlé à Amara. D'abord, elle fut horrifiée. « Tu es fou, c'est le mal. Nous avons Samuel, il est notre seule richesse. » Mais Adekunle n'était plus le même homme. « Notre richesse ? De quoi parles-tu, Amara ? De cet appartement minable ? De notre fils qui risque de mourir pour quelques néras ? Je ne veux pas que Samuel connaisse la même honte que moi. » Le débat a fait rage. Amara pleurait, suppliait. Adekunle, lui, était implacable. Il lui décrivait un avenir radieux, une grande maison, les meilleures écoles pour Samuel, la sécurité. Il la manipulait avec son amour pour leur fils. Pense à lui, Amara. Ne mérite-t-il pas mieux que ça ? Épuisée, terrifiée par leur misère, Amara finit par céder. La rencontre eut lieu dans un grand hôtel de Victoria Island. Le gardien était un homme d'une élégance parfaite, au sourire charmeur et aux yeux d'un noir insondable. Il ne parlait pas de pacte, mais de contrat. Pas de sacrifice, mais de clause de non-existence. Il leur expliqua les termes. 10 années de prospérité sans limite vous seront accordées. En retour, la banque exige une garantie. Votre fils, Samuel. Amara laissa échapper un sanglot. Le gardien continua, imperturbable. Il ne souffrira pas. Il cessera simplement d'avoir existé. Il sera effacé de ce monde, des souvenirs de tous, des registres, des photos. Il n'y aura plus aucune trace de lui, sauf dans vos esprits. Il sera votre secret. La cruauté était absolue. Pas la mort, mais l'effacement, le néant. « Pourquoi ?» murmura Amara. Le gardien eut un léger sourire. « Parce que la richesse que vous demandez doit venir de quelque part. Il faut un vide pour la laisser entrer. Votre fils sera ce vide. Et son souvenir, que vous seul conserverez, sera le garant de votre silence. » Il posa un document sur la table et une plume. « La décision vous appartient. » Adekunle, le visage de pierre, prit la plume et signa d'un trait sec. Puis, il l'attendit à Amara. Elle chercha une lueur d'humanité dans ses yeux, mais n'y trouva que l'ombre de la cupidité. En pleurant, sa main tremblante traça son nom. Ils rentrèrent chez eux dans un silence de mort. Samuel dormait. Amara le prit dans ses bras, le berçant jusqu'à ce que les 12 coups de minuit sonnent. Au 12e coup, un froid glacial les envahit, un vertige. Quand la sensation cessa, les bras d'Amara étaient vides. Le berceau, les jouets, tout avait disparu. Amara hurla, un cri de pure agonie. Adekunle, lui, fixa l'endroit où se trouvait le berceau, le visage impassible. Mais au fond de ses yeux, la peur de ce qu'il venait de faire commençait à naître. Le pacte était scellé. Dès le lendemain, un courrier les informait qu'un lointain parent leur léguait une fortune colossale. C'était si bien orchestré qu'ils auraient pu y croire. L'argent arriva, un flot ininterrompu. En quelques semaines, le couple Adewale quitta son taudis pour une villa somptueuse à Lekki,
l'un des quartiers de la nouvelle bourgeoisie. Les portes qui leur avaient été claquées au nez s'ouvrirent en grand. Adekunle, l'ancien homme à tout faire, devint Chief Adewale, un homme d'affaires redoutable. Il se jeta corps et âme dans cette nouvelle vie. Voiture de sport, montre de luxe, réception fastueuse. Chaque achat était une revanche sur son passé. Il savourait le respect qu'il lisait dans le regard des autres. Il a même engagé son propre frère comme simple employé, juste pour le plaisir sadique de le voir s'incliner devant lui. La richesse était son arme. Amara, elle, vivait cette ascension tout autrement. Elle portait les robes, les bijoux, mais son cœur était en deuil. Le luxe n'était qu'un décor vide de sens. La nuit, le vide dans ses bras revenait la hanter. Elle tenta de combler ce manque par la frénésie des achats, mais chaque objet semblait porter le prix de l'inexistence. Rien ne pouvait remplacer la chaleur d'un petit corps blotti contre le sien. Elle s'est alors tournée vers les œuvres de charité, finançant des orphelinats comme pour racheter sa faute. Mais en regardant ses enfants, elle voyait Samuel. En entendant leur rire, elle entendait le sien. C'était une torture sans fin. La relation entre Adekunle et Amara s'est désagrégée. Ils vivaient sous le même toit, mais dans deux mondes séparés, liés par un fantôme qui dînait à leur table chaque soir. Le nom de Samuel était un tabou, une incantation interdite. Parfois, Adekunle la prenait dans ses bras et murmurait « C'était pour nous, pour une vie meilleure ». Mais les mots sonnaient creux. 10 ans ont passé, 10 ans de luxe, de pouvoir et de silence. De l'extérieur, les Adewale étaient l'incarnation de la réussite, mais à l'intérieur, le poison de leur secret rongeait tout. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, mais ils avaient perdu leur âme. Et le 10e anniversaire de leur pacte approchait, tel un nuage noir à l'horizon. La 10e année, de fines fissures commencèrent à apparaître. Ce fut d'abord l'argent. Les investissements brillants d'Adekunle se sont mis à péricliter. Un placement s'est effondré, puis un partenaire s'est retiré. L'argent, qui avait coulé à flot, semblait maintenant s'échapper entre ses doigts. La peur, une émotion qu'il avait oubliée, refaisait surface. La peur de tout perdre. Pour Amara, les conséquences furent plus intimes et terrifiantes. Elle commença à entendre des choses. D'abord un murmure, puis un son plus clair. Un rire d'enfant, cristallin, qui semblait venir des pièces vides. Le même rire. Elle se précipitait dans les couloirs pour ne trouver que le silence. Les phénomènes se sont intensifiés. Des objets bougeaient. Une petite voiture en bois apparut un matin sur la table du salon. Un soir, dans un miroir, elle crut voir, une seconde, le reflet d'un petit garçon derrière elle. Elle commençait à douter de sa santé mentale. Elle tenta d'en parler à Adekunle. « Je crois que c'est lui. » Adekunle, déjà sous pression, explosa. « Arrête avec ça, Amara, tu deviens paranoïaque. Il n'y a personne. » Sa réaction l'isola davantage. La villa était devenue une maison hantée par le souvenir d'une vie qui n'avait pas eu le droit d'exister. La tension est devenue insupportable. « C'est de ta faute, » lui cria-t-elle un soir. « J'ai tué mon enfant pour ton orgueil. »« Mon orgueil » rétorqua-t-il furieux. « Tu as bien profité des bijoux pendant 10 ans. Ne fais pas semblant d'être une sainte maintenant. » Leurs mots étaient en des poignards. L'anniversaire du pacte approchait. Ils savaient tous les deux que cette nuit-là, le contrat arriverait à son terme. Le soir fatidique, Adekunle apprit par un dernier appel que sa société était en faillite. Il était ruiné. La fortune s'était évaporée. C'était la scène d'ouverture. Amara, Adekunle et ce rire d'enfant qui venait sceller la fin de leur règne. Ils étaient assis en silence, attendant. Le luxe autour d'eux n'était qu'un décor grotesque, mais ils allèrent découvrir que perdre leur fortune n'était que l'apéritif. Minuit. L'horloge sonna les 12 coups, chaque son comme un clou planté dans un cercueil. Au dernier écho, les lumières s'éteignirent. Une silhouette se dessina dans l'encadrement de la porte. Le gardien. Il n'avait pas vieilli d'un jour. « Bonsoir, dit-il. J'espère que vous avez apprécié les 10 dernières années. Le contrat est arrivé à son terme. »« Reprenez tout, » balbutia Adekunle. « L'argent, la maison, tout. Laissez-nous juste partir. » Le gardien eut un petit rire sec. « Partir ? Cher Adekunle, vous semblez avoir mal compris. Une erreur très commune. » Il fit quelques pas. « Vous pensiez que le prix était votre fils ? C'est touchant de naïveté. »
Votre fils n'a jamais été le paiement. Il était la garantie. Le collatéral, la richesse, elle, ce n'était qu'un prêt. Un prêt ? Demanda Amara, horrifiée. Mais oui, continua le gardien, 10 ans de vie de rêve, prêtés par ma banque. Et comme pour tout prêt, il y a un remboursement, avec les intérêts. L'argent qui disparaît n'est que la reprise du capital. Maintenant, il est temps de régler les intérêts. Quel intérêt ? Le sourire du gardien s'élargit. Vos âmes, à tous les deux. Le mot tomba comme une pierre tombale. Non, ce n'était pas dans le contrat, protesta Adekunle. Oh, mais si, vous avez échangé votre paix éternelle contre 10 petites années de vanité. Un très mauvais calcul, si vous voulez mon avis. Soudain, une petite silhouette se matérialisa à côté du gardien. Un enfant de 3 ans, translucide, éthéré. Samuel. Ses yeux étaient en vide. Il n'était pas un fantôme vengeur, juste une absence, une âme perdue, servant d'encre au pacte. Amara s'effondra à genoux. « Samuel, mon bébé, pardonne-moi !» Mais l'apparition ne réagit pas. « Vous voyez ?» expliqua le gardien. « Le sacrifice n'était pas sa mort, c'était de le condamner à ça, une errance perpétuelle. Et maintenant, vous allez le rejoindre. Vous allez travailler pour la banque. Vous rembourserez votre dette pour l'éternité. » Une obscurité palpable commença à émaner de lui, s'insinuant en eux comme un poison. Leurs âmes étaient arrachées à leur corps. Dans un dernier sursaut, Adekunle hurla de pure terreur, le cri d'un homme qui comprend qu'il a tout perdu pour rien. Amara, elle, ne criait plus. Elle fixait l'image de son fils, son visage ravagé par un chagrin qui transcendait la peur. La dernière chose qu'ils virent fut le sourire satisfait du gardien. La dernière chose qu'ils entendirent fut le rire de Samuel, déformé et vide. La villa, les meubles, tout disparut. Il ne restait plus que le vide. La chute était terminée. Le remboursement commençait. L'histoire d'Adekunle et Amara est un conte sombre, mais la morale, elle, est bien réelle. Elle nous interroge sur ce qu'est la vraie richesse et le prix que l'on est prêt à payer pour l'obtenir. Ils n'ont pas seulement sacrifié leur enfant, ils ont sacrifié leur humanité sur l'autel de la cupidité et de l'orgueil. Ils voulaient échapper à l'humiliation de la pauvreté et ont plongé dans la damnation. Ils ont cru pouvoir acheter le bonheur sans comprendre qu'il ne s'achète pas. Il se construit, il se nourrit d'amour, d'intégrité, de paix de l'esprit. Des choses qui n'ont pas de prix. Leur histoire nous montre que l'argent facile est souvent une dette déguisée. Chaque raccourci que l'on prend dans la vie a un coût caché. Adekunle a cru que l'argent lui rendrait sa dignité, mais la dignité ne se trouve pas dans le regard des autres. Elle se trouve dans nos propres actions. Le plus tragique, c'est que leur plus grand trésor, ils le possédaient déjà. C'était l'amour qui les unissait malgré tout. C'était le rire de leur fils, Samuel, qui illuminait leur misère. Ils avaient une vraie richesse, mais ils étaient trop aveuglés pour la voir. Ceci est un avertissement. Dans notre monde qui glorifie le succès instantané, il est facile de se perdre. Mais il n'y a pas de raccourci vers une vie accomplie. Le destin, au fond, n'est que la somme de nos choix. Adekunle et Amara n'ont pas été punis. Ils ont simplement récolté ce qu'ils avaient ensemé. Alors, avant de convoiter la vie d'un autre ou de maudire notre sort, demandons-nous quelle est notre véritable richesse. L'argent sur notre compte en banque ou l'amour dans notre foyer? Quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Pensez-vous qu'ils méritèrent leur sort ou qu'ils étaient des victimes de leur désespoir? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la nature humaine. Merci de nous avoir écoutés. Et rappelez-vous, les choix les plus importants ne sont pas ceux qui nous rendent riches, mais ceux qui nous permettent de nous regarder dans le miroir avec sérénité.